L'ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, adresse une lettre au Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. L'essentiel du contenu de cette lettre dans cette édition. Tension diplomatique entre le Mali et la France, les politiques se prononcent. À l'international, réduction de visa, l'Algérie convoque l'ambassadeur de France. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. L'ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, a adressé une lettre au Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Le représentant de la diplomatie française au Mali a tenu lui aussi à donner des précisions par rapport aux propos de Choguel Kokala Maïga. El Hadji Malik Guitei. Les tensions brûlent toujours entre la France et le Mali après les sorties des autorités des deux pays suite à la déclaration du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à l'ONU. C'est au tour de l'ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, d'attiser les faits. Dans une lettre adressée au Premier ministre malien, le représentant de la diplomatie française au Mali a donné lui aussi ses opinions par rapport à la brouille diplomatique entre les deux pays. De prime abord, M. Meyer s'inscrit en faux aux propos du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga concernant l'abandon du Mali en plein vol par la France. La France, dans ses activités de développement et de coopération d'une part, ne quitte pas le Mali. Avec plus de 50 milliards de francs CFA d'appui au développement ne serait-ce que pour la seule année 2021 et 3000 soldats présents sur le sol malien, il est inexact d'affirmer que la France cesse de se tenir aux côtés du peuple malien. Selon lui, ce départ a été bien discuté en amont avec les autorités maliennes. L'adaptation de notre dispositif sécuritaire a été discutée à plusieurs reprises avec les autorités sahéliennes et notamment maliennes. La ministre française des Armées, Madame Florence Parly, en visite à Bamako le 20 septembre dernier, a pu à nouveau échanger avec Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants pour préciser les contours de cette adaptation. L'ambassadeur français pense que ces retraits constituent à passer au relais l'armée malienne, principal acteur de la sécurité territoriale du pays. Le transfert aux forces armées maliennes de certaines emprises du Nord tenues par Barkhane constitue simplement une étape logique dans le progrès et du retour de l'État malien dans ces localités. Le premier acteur de la sécurité des Maliens est l'État malien souverain. Selon lui, la France n'empiète pas la souveraineté du Mali à coopérer avec les autres pays. Aucun pays n'interdit au Mali de développer une coopération militaire avec aucun État partenaire selon les choix souverains du Mali. À titre d'exemple, le partenariat d'État à État ancien de plusieurs décennies que le Mali entretient avec la Russie n'a jamais été remis en cause ou dénoncé par aucun acteur international. Toutefois, c'est le recours éventuel à une société privée de mercenaires que la France condamne et émet même des menaces. Le Mali peut prendre cette décision en toute souveraineté. Toutefois, en toute souveraineté également, il est normal que les pays alliés du Mali, qui ont tant investi pour la défense de votre territoire et ont payé un lourd tribut avec de nombreux soldats morts, puissent valoir leur point de vue et mettre en garde contre les conséquences d'un tel acte, y compris sur le maintien de leur propre contingent. Enfin, l'ambassadeur de la France au Mali a tenu à préciser que son pays ne vise qu'un seul objectif, la stabilité du Mali. La France n'a pas d'intérêt caché dans votre pays. Le seul objectif que nous poursuivons est le retour de la sécurité et de la stabilité allié à un développement renforcé du Mali pour toutes les populations maliennes d'abord et ensuite pour prévenir l'émergence d'une crise régionale qui affecterait également l'Europe. Cette lettre de Joël Meyer risque de mettre de l'huile sur le feu dans la tension diplomatique entre les deux pays. Depuis la déclaration du Premier ministre malien Dr Choguel Kokala Maïga lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les deux pays sont à couteau tiré. Les autorités françaises, à travers Florence Parly, ministre de la Défense, multiplient depuis lors les déclarations et ont même évoqué un éventuel isolement du Mali par la communauté internationale en cas de coopération avec Wagner. Les autorités maliennes, de leur côté, affichent une sérénité et sont visiblement soutenues par une bonne partie de la population malienne. La récente sortie de la ministre française des Armées Florence Parly devant les sénateurs continue d'alimenter les débats. En effet, Mme Parly évoque un possible isolement du Mali sur la scène internationale si toutefois ce dernier contracte avec la société privée russe Wagner.
Écoutons la réaction de quelques politiques à propos de cette déclaration. Ils sont au micro de Aïssata Traoré et Bakoroba Niaré. Il faut noter que ces derniers jours, quand même, il y a une forte tension entre les deux pays. Je pense que le Mali et la France se donnent la main régulièrement, c'est des partenaires traditionnels. Et il arrive des moments dans le partenariat où les deux pays ne s'entendent pas. Je pense que nous traversons une période comme ça. Mais je ne pense pas que les menaces peuvent régler le problème. Je ne pense pas que la diplomatie française a été assez inspirée en parlant de la sorte, en adoptant de telles postures. Pour de tels cas, je pense qu'il aurait été mieux de se voir, de discuter, sans pour autant tenir des propos qui peuvent heurter. Et nous aussi, Maliens, nous devons travailler à faire face à cette insécurité parce qu'aucun autre pays ne viendra nous sauver. C'est à nous d'être au devant de la scène, c'est à nous d'être au cœur du dispositif pour pouvoir endiguer ce phénomène-là. Ça fait longtemps que ça nous handicape. C'est un mépris pour notre pays parce que pour moi, la diplomatie a des règles. Nous ne sommes pas sous leur contrôle. Nous travaillons en bon partenariat gagnant-gagnant. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça nous a permis, avec ce débat-là, de discuter le Mali sur le plan national et international. Même ceux qui ne voulaient pas parler du Mali, aujourd'hui parlent du Mali. Je dis bravo à Choguel. La coordination des mouvements de l'Azawad CMA s'est prononcée sur l'arrivée des mercenaires russes de Wagner au Mali. Elle se dit préoccupée et inquiète de cette future collaboration. Adama Sanogo. Après avoir clarifié certains points concernant l'accord d'Alger et sa mise en œuvre suite au discours tenu par Dr Choguel Kokala Maïga lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies, la CEMA s'inquiète de la présence des mercenaires russes de Wagner au Mali. Dans cette interview accordée à la radio France Internationale RFI, son porte-parole Mohamed Ould Ramadan affirme que ce partenariat ne sera pas une solution à l'insécurité. Nous sommes dans des multiples problèmes, soit des mouvements, soit des guerres intercommunautaires, soit des coups d'État. Donc nous vivons vraiment des sérieux problèmes au Mali. Et si on cherche la solution à travers les mercenaires, c'est que vraiment on se trompe et ce sera très grave. Donc pour nous, ils ne sont pas la solution et ils sont un problème de plus. Toujours dans la même interview, Mohamed Ould Ramadan ajoute qu'un accord entre les autorités maliennes et le groupe russe Wagner pourrait avoir un impact sur l'accord signé en 2015 avec les autorités du Mali. Un accord dont l'application fait face à beaucoup de difficultés. Connaissant bien ces mercenaires qui évoluent en Libye, en Syrie, en République centrafricaine, nous suivons vraiment de très près les crimes qu'ils commettent dans ces pays. Pour nous aujourd'hui, amener Wagner, c'est juste prendre plus de retard et nous ne voyons pas vraiment comment nous allons pouvoir continuer dans ces mêmes accords qui n'avancent pas. Et si ces mercenaires arrivent, ça va aussi rendre les choses plus difficiles. Wagner ou pas, le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les populations, quant à elles, ne réclament qu'une seule chose, le retour de la paix au Mali. Dans une conférence de presse animée par les responsables du cadre d'échange de partis et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie, le collectif a exigé le respect strict du délai imparti à la transition. Plus de détails dans cet élément, signé Abdoulaye Koniba Konaté Moussa Tembine. Face à la presse, le cadre d'échange de partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie, composé de plusieurs dizaines de partis politiques, évoque essentiellement des questions électorales et le respect du délai de la transition. Nous, partis et regroupements de partis politiques du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali, rappelons que le non-respect du délai de 18 mois imparti à la transition contenu dans la charte de la transition, en son article 22, sera l'échec des autorités de la transition. Et ils en assumeront toutes les conséquences. Rejetons l'organisation des assises nationales de la refondation de l'État, qui sont coûteuses et inopportunes. Rejetons le type d'organe unique de gestion des élections envisagé au forceps par M. le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Au sujet de la table ronde tenue récemment sur la création d'un organe unique de gestion des élections,
et la validation d'un avant-projet du calendrier des assises nationales de la refondation de l'État, le collectif des partis politiques se voit exclu du processus. Outre les conditions chaotiques dans lesquelles ces ateliers se sont déroulés, nous avons relevé, entre autres, la faible participation de la classe politique malienne, l'exclusion, le flou qui entoure la composition, le fonctionnement et le caractère indépendant de l'organe unique de gestion des élections. Par ailleurs, le cadre d'échange de partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie évoque des sanctions en cas de non-respect du délai convenu. Le Premier ministre à la tribune des Nations Unies s'est engagé à respecter le délai de la transition, mais le même Premier ministre de retour a fait un arrêt en France où il a, face à des médias internationaux, il a parlé d'une possible prorogation de ce délai-là de quelques semaines ou quelques mois. Donc ça nous inquiète. Ça nous inquiète, nous attirons aussi l'attention de l'opinion nationale et internationale que le Mali n'est pas à l'abri des sanctions internationales. L'ex-président français Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal de campagne électorale. L'information est tombée en début de journée. Après 3 semaines de procès, le tribunal correctionnel de Paris a donc déclaré Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Baig Million. Cependant, sa peine sera directement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. La publication pour la vérification générale d'un mémorandum sur les irrégularités financières attribuant un détournement de 343,7 millions à l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC pendant les exercices 2017, 2018 et 2019 alimente les conversations et suscite des interrogations au niveau de bon nombre de gens. Aminata Chektal pour l'analyse. Une irrégularité financière qui s'élève à plus de 340 millions de francs CFA dans la gestion de l'Agence nationale de l'aviation civile entre 2017 et 2019. C'est ce qui ressort d'un rapport du Bureau du vérificateur général. Le dit rapport indique des dysfonctionnements du contrôle interne et recommande au ministère des Transports et des Infrastructures de veiller au renouvellement dans le délai requis le mandat du président du conseil d'administration quant aux irrégularités financières qui s'élèvent à 343 730 565 francs CFA. Elles sont dues, entre autres, aux créances non recouvrées pour un montant de 221 747 058 francs CFA, aux pénalités de retard non retenues pour un montant de 112 188 507 francs CFA, aux frais d'hébergement non justifiés pour un montant de 9 795 000 francs CFA. Toutefois, même si le rapport d'enquête ne met en cause pas de manière directe le directeur général de l'ANAC, il est à noter qu'il a eu à reprocher beaucoup de choses à certains cadres du dit organe, notamment son agent comptable. Les rideaux sont tombés sur le 2e atelier national de renforcement de capacité de production des cartes de risque d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. Selon les participants et les formateurs, l'atelier a atteint son objectif. Les bénéficiaires se disent désormais aptes à concevoir des cartes de risque d'inondation et de sécheresse. Écoutons leur réaction au micro de Haruna Salia Kone. On a pu donc rencontrer et échanger avec les responsables des structures. Il y a au moins une dizaine de structures impliquées donc, dans la gestion des inondations, des sécheresses, dans la prévention, la l'aide précoce. On a pu échanger, s'entendre pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelait un groupe de travail qui va donc constituer un cadre de coordination et d'échange des données, des idées, d'appui donc à la réalisation des activités du projet. Nous avons travaillé à élaborer un certain nombre parler des inondations et de la vulnérabilité, inondations et superposition avec les aléas et les stocks. Nous avons également travaillé à élaborer des cartes donc, des risques d'inondation au niveau donc, de la portion, n'est-ce pas, nationale du bassin de la Volta au Mali. La formation a porté sur deux modules. Sur la première, comme le premier module c'est sur l'inondation, l'exposition à l'inondation. Le deuxième module c'est l'exposition à la sécheresse, l'impact de la sécheresse sur
l'agriculture, sur la population en général. Oui. À l'issue de la formation, maintenant, on se sent vraiment sûr et capable de réaliser ce qui est demandé par rapport à la cartographie des risques des inondations et l'exposition à l'inondation dans le bassin de Sourou. À présent, l'image du jour consacrée à la mer Morte. La mer Morte, ou mer de sel, est un lac salé du Proche-Orient partagé entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie. D'une surface approximative de 810 km², il est alimenté par le Jourdain. Alors que la salinité moyenne de l'eau de mer est de 2 à 4%, celle de la mer Morte est d'approximativement 27,5%, soit 275 grammes par litre. Aucun poisson ni aucune algue macroscopique ne peuvent subsister dans de telles conditions, ce qui lui vaut le nom de mer Morte. Néanmoins, des organismes microscopiques, plancton, bactéries halophiles et Halobacteria, etc. s'y développent normalement. De plus, en 2011, des sources d'eau douce ont été découvertes au fond de la mer Morte qui permettent le développement d'autres micro-organismes non halophiles. La mer Morte a perdu le tiers de sa superficie depuis les années 1970 et se trouve désormais menacée de disparition. Suivons à présent l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Des Tunisiens expriment leur inquiétude après la décision de la France de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants de Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Un demandeur de visa s'exprime. C'est pas la première fois que je fais ma demande de visa. J'ai l'habitude de prendre chaque année mon visa, mais cette fois je m'inquiète peut-être que j'aurai pas mon visa. Je pourrai pas visiter ma famille et ça m'inquiète quoi. L'ambassadeur François Gouiet s'est vu notifier une protestation formelle du gouvernement algérien suite à une décision unilatérale du gouvernement français affectant la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France, a précisé le ministère dans un communiqué. Quelques 70 migrants haïtiens font la queue au stade de football des Cafetalor à Tapachula, dans le sud du Mexique, pour demander l'asile au Mexique alors que d'autres ont regagné leur pays depuis le Mexique dans le cadre d'un programme de retour volontaire mis en œuvre avec le gouvernement haïtien. Les réfugiés haïtiens reçoivent l'aide d'avocats bénévoles par leur démarche qui peuvent prendre des mois. Marta Estrada, migrante du Guatemala, se prononce. Nous appelons l'asile ici au Mexique parce qu'il y a beaucoup de criminalité dans notre pays. Alors nous demandons l'asile pour pouvoir commencer à travailler ici et avancer. Nous sommes ici depuis 2 mois et j'aime vraiment ce pays. L'idée est de libérer des places pour les nouveaux arrivants. Une demande faite à la COMAR, Commission mexicaine d'aide aux réfugiés, était qu'en raison de la saturation du système de rendez-vous, les nouveaux arrivants ne pouvaient pas obtenir de rendez-vous. Hier, 78% des 804 personnes étaient des Haïtiens, suivis des Honduriens. Les Haïtiens continuent d'être ceux qui ont le plus grand nombre d'arrivées. Quelques 70 migrants haïtiens ont regagné leur pays mercredi depuis le Mexique dans le cadre d'un programme de retour volontaire mis en œuvre avec le gouvernement haïtien, a annoncé l'Institut mexicain des migrants INM. Les migrants, 41 hommes, 16 femmes et 13 enfants, ont quitté la ville de Villahermosa dans l'état de Tabasco, sud-est à destination de Port-au-Prince, a indiqué l'INM dans un communiqué. Mais nombre d'Haïtiens arrivés au Mexique ne peuvent pas demander le statut de réfugié dans ce pays car ils n'ont pas déjà été obtenus dans d'autres pays, a-t-il précisé. Un mot de culture dans cette édition. La Commission de l'Union africaine CUIA et le Comité international des World Africa Music Awards Afrima ont dévoilé la liste des nominés pour l'édition 2021 Afrima Awards. 2 artistes maliens, à savoir Ibawan et Aya Nakamura, ils sont nominés dans plusieurs catégories, dont celle de meilleur album de l'année. Youssouf Koné et Abdoulaye Konimba Konaté. Le Mali n'est pas resté en marge de l'édition 2021 des Afrima Awards, la plus grande reconnaissance musicale du continent. 2 Maliens, à savoir Ibrahima Sissoko, Ibawan,
et Aya Danyoko, dite Aya Nakamura, y sont nominés dans différentes catégories. Plus de 8880 chansons avaient été soumises à la sélection de cette édition, mais ce sont seulement quelques 400 chansons de différents artistes qui sont nominés dans 30 catégories continentales et 10 catégories régionales. Les deux artistes maliens ont chacun été nominés dans 5 catégories. Ibawan figure dans les catégories de meilleur album de l'année avec son album intitulé Mon Empire, meilleur artiste masculin en Afrique de l'Ouest, meilleur artiste masculin de la musique d'inspiration africaine, meilleur artiste duo au groupe de pop africaine avec Oumou Sangaré dans son titre Éducation et meilleur auteur-compositeur. Quant à Aya Nakamura, elle a été nominée dans les catégories de meilleur album de l'année avec son album Aya, meilleure artiste féminine en Afrique de l'Ouest, meilleure artiste de la diaspora, meilleure artiste de l'année et meilleur duo ou groupe en R&B et soul africain. Les votes sont en cours sur le site des Afrima Awards, tandis que la cérémonie de remise officielle est prévue du 19 au 21 novembre 2021 à Lagos, au Nigeria. Sport Football, dans cette édition, le tirage au sort de la Ligue des champions féminines a été effectué hier. Les Mandeka ont hérité de la poule A et auront l'honneur d'ouvrir le bal contre l'hôte de la compétition. Tolo Amadou nous explique. Les 8 clubs qualifiés pour la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football CAF connaissent désormais leur adversaire pour le tournoi final qui se disputera du 5 au 19 novembre en Égypte. Le tirage au sort des poules a été effectué hier au Caire devant quelques légendes du football continental dont la Nigériane Perpetua Kohan et l'Égyptienne Alia Zenouki. Les 8 équipes qualifiées ont été réparties en 2 groupes de 4 et les 2 premières de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Le représentant de la zone de l'UFOA et du Mali, l'AS Mandé, a hérité du groupe A, qui comprend également le club hôte du tournoi Wadi des Glaces d'Égypte, Malabo King de Guinée équatoriale et Assa Akassa Ladies du Ghana. Dans la poule B, on retrouve Vinga du Kenya, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, AS FAR du Maroc et River Angel du Nigeria. Les Mandeka auront l'honneur d'ouvrir le bal le mardi 9 novembre au stade international du Caire contre Wadi des Glaces et 72 heures plus tard, 12 novembre, la capitaine Salamata Diarra et ses coéquipières affronteront Asakas Ladies du Ghana avant de boucler contre Malabo King de la Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Djoliba Evening News.